Bonsoir, mesdames et messieurs, tous nos vœux le meilleur pour la nouvelle année et très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, le premier de la nouvelle année 2026. Et donc, nous espérons que l'année qui commence sera une année pleine, belle, remplie de santé, des succès dans toutes vos initiatives. Nous sommes encore présents pour continuer le travail de redevabilité. Ce soir, nous aurons à nouveau le ministre d'État, ministre de la Justice. Bonsoir, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, et bienvenue à ce nouvel exercice de redevabilité où nous allons essayer de faire le tour des actions que vous avez entreprises depuis votre arrivée dans ces secteurs stratégiques. Nous aurons l'occasion de faire le point sur plusieurs initiatives, notamment que ce soit en ce qui concerne les réformes que vous avez engagées, mais aussi sur le front judiciaire qui va nous permettre de faire en sorte que ceux qui commettent des crimes puissent en répondre. Mais en premier, avant que nous puissions rentrer dans les vifs du sujet de ce soir, je voudrais revenir sur ce que nous avons fait à Luanda cet après-midi. Je reviens de Luanda où j'ai accompagné le président de la République qui est retourné en Angola à l'invitation du président João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, pour discuter justement de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et de la nécessité de poursuivre les efforts pour ramener la paix. Au terme des échanges avec le président de la République, le président Lourenço a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'initiative des Luanda n'est pas une initiative qui vient remplacer celle qui existe déjà de Doha avec les fils, le M23, et de Washington avec le père, le Rwanda. Et donc c'est en tant que président de l'Union africaine qu'il a pris cette initiative dans l'espoir que des efforts combinés puissent permettre à nos populations dans l'est de la République démocratique du Congo de recouvrer la paix. Je voudrais, avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet aujourd'hui, écouter la réaction du président de la République après la déclaration qui avait été lue par les autorités angolaises marquant l'engagement du président Lourenço dans cet appel au cessez-le-feu. Je vais commencer d'abord par remercier le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais. Monsieur le ministre d'État. Ok, merci. Je vais commencer par la dernière question. C'est la modicité du budget pour la justice. C'est pour cette raison que dans les réformes, je vais mettre l'accent sur la loi de programmation judiciaire, qui va essayer d'adresser ce que nous avons pu constater. C'est-à-dire qu'il faut que les magistrats puissent travailler dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'un salaire décent, que nous puissions avoir des cours de tribunaux qui remplissent les critères. Vous avez vu quand j'ai fait des tours, je suis allé voir certaines archives, je n'en revenais pas, ainsi de suite. Donc il y a ces efforts-là que nous devons effectivement faire. Deuxièmement, je pense qu'il y aura, avant que nous puissions arriver à une loi de programmation judiciaire qui va être un parcours des combattants, donc il y aura un fonds judiciaire entre-temps pour que nous puissions suppléer la modicité de ces budgets-là. Et donc, dans certains pays, j'ai participé dans mes anciennes fonctions à ces processus de la loi de la programmation judiciaire. Je pense que nous allons effectivement y arriver. En ce qui concerne les recettes, je crois que depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de la rétrocession des recettes judiciaires. Donc, depuis que je suis arrivé, j'ai demandé à ce qu'on puisse rétrocéder depuis 2022 jusque-là le recette judiciaire pour que ces recettes judiciaires puissent aider dans le fonctionnement de l'administration. Pas seulement le cabinet, l'administration, etc. Vous voyez, ça, ce sont des choses que nous devons faire en essayant de mettre de l'ordre et la rigueur dans la délivrance des documents. C'était pour que les gens, lorsqu'ils payent, ça entre dans la caisse de l'État. Ça n'entre pas dans les poches des gens. Et ça, c'est fini au niveau du ministère.
Et je crois que il y a des gens qui vont traduire en justice pour avoir fait cela. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est une discussion. Nous sommes un pays qui a beaucoup de priorités. Et pour moi, je vais m'assurer que au moins nous lançons ces chantiers de la loi de la programmation judiciaire. Quand je ne serai pas là, ceux qui viendront après moi, ils peuvent effectivement continuer. Mais l'essentiel, c'est vraiment de mettre des réformes pour que nous puissions avoir une justice respectable. Vous voyez, quand je vais à Kisangani, je vais dans une juridiction, ils n'ont pas reçu le frais de fonctionnement depuis 8 mois. Et quand ils reçoivent le frais de fonctionnement, c'est 100 $. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on peut demander à un magistrat, une juridiction plutôt, de fonctionner avec un frais de fonctionnement de 100 $? Vous voyez, ça, ce sont des réalités. Vous avez vu aussi certaines images lorsque je suis allé voir l'inspection judiciaire provinciale à Kananga. C'est pareil. Les agents sont obligés de se cotiser pour que le service fonctionne. Vous voyez, et ça, ce sont des réalités que nous aimerions effectivement corriger. Maintenant, la fraude minière. La fraude minière, vous savez, la fraude minière, c'est une chaîne criminelle qui implique beaucoup de gens, y compris les militaires. Vous voyez, y compris les militaires. Ce que nous avons fait, c'est qu'il y a eu 2 types d'injonctions. L'injonction devant les tribunaux civils et l'injonction devant les tribunaux militaires. Donc, je crois que les enquêtes sont en cours. Et je pense que je suis en train de suivre pour s'assurer à travers l'inspection des affaires judiciaires et pénitentiaires qu'effectivement ceux qui font les enquêtes ont des moyens pour continuer à mener les enquêtes. Et puis bien sûr que ça doit donner l'exemple puisque ça rassure dans les climats des affaires. Et donc on va essayer de pousser. Pour le phénomène folio, avant il y avait presque un vide juridique. Donc il y avait l'irresponsabilité des agents de l'État. Ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire. Par exemple, vous venez, on va mettre... Par agent de l'État, quand on dit vous conservateur? Oui, conservateur des titres immobiliers, tout ce qui travaille dans l'administration foncière, immobilière, etc. Je vais vous donner un exemple. Le phénomène des Michopo. Je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai appris ça pour la première fois ici. Le phénomène de Michopo, c'est quoi? C'est que une chaîne, donc le magistrat, l'avocat, le greffier, l'agent, donc ils essayent de soutirer les vrais documents et les remplacer par le faux document. Donc ils vont jusque dans les entrailles. C'est pourquoi on appelle ça le phénomène Michopo. Donc, cette loi va mettre un terme à ça, puisque l'agent qui va faire ça, il sera tenu pénalement responsable, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous ai donné l'exemple de l'avocat qui a été radié au barreau de la Gombe. C'est déjà quelque chose. Je pense que nous avons aujourd'hui cet instrument important, légal important, qui va nous aider à adresser cette question. Et j'attends de ma collègue Onej de me transférer tous ces dossiers qu'il a qui concernent les phénomènes de Michopo, y compris le ministre de l'Urbanisme. Vous vous rendez compte que dans la ville de la Gombe, Kinshasa, Gombe, la maison, pardon? Dans la commune de la Gombe. Dans la commune de la Gombe. La majorité des maisons de l'État ont été spoliées. Alors il faut que nous puissions arriver à récupérer ces maisons de l'État. C'est les maisons de l'État. Quelqu'un qui fait un contrat... C'est pas déjà trop tard pour certains cas? Non, ce n'est pas trop tard. Si la personne prétend qu'il a acquis cette maison parce qu'il a mis 2 millions... Et qu'il dispose de titres de propriété? Oui, titre de propriété, mais nous allons faire une évaluation. Et c'est ça, il faut faire une évaluation. Parce que vous avez vendu à vil prix dans une procédure qui n'était pas effectivement légale. Vous avez mis combien? On va demander. Aujourd'hui, la maison a autant. Vous avez mis autant. Soit vous ajoutez le surplus pour qu'on vous laisse. Mais on va essayer de faire cet exemple. Et je pense que le ministre de l'Urbanisme est en train de faire un travail très colossal de répertorier tous les cas des maisons de l'État qui ont été spoliées
Parce qu'après tout, l'administration est permanente. C'est quand même notre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre à un moment donné, vous allez profiter du fait que vous êtes ministre de la Justice, vous occupez la maison de la Justice et vous devenez par la suite propriétaire. D'abord, il y a un conflit d'intérêts. Ça, il y a un conflit d'intérêts. Et ça aussi, c'est un vide juridique que dans notre pays, nous n'avons pas encore une loi sur le conflit d'intérêts. Et bien sûr, dans ces réformes-là, il y aura une loi sur la corruption qui est sur le chantier. Et nous allons faire en sorte que nous puissions aussi avoir une loi sur le conflit d'intérêts. Parce que le grand problème que nous avons au sein de notre administration, c'est que, bien sûr, indépendamment du code de bonne conduite qu'il y a là-bas, etc., il y a beaucoup de cas de conflits d'intérêts. Et ce sont des conflits d'intérêts qui sont à la base de la corruption, de la spoliation, etc. Donc il faut mettre un terme à cela. Et je pense que dans les réformes que nous sommes en train de mener, nous allons... Il y a même un ministre qui a été victime. Il y a un ministre qui a été victime de ces cas de spoliation. Des cas de spoliation, victime. Il essaie maintenant de récupérer cette maison pour que la maison retourne au ministère. Je pense que nous allons y arriver. C'est d'abord de dire toute notre compassion et notre solidarité à nos populations qui sont victimes de ceux qui gouvernent par crime. Et puis c'est tellement odieux que ceux qui sont reconnus comme sémeurs de la mort et de la désolation s'autorisent, c'est le fils qui imite sûrement le père, de faire une propagande autour des obsèques. La première chose, mais sur Goma, il y a beaucoup à dire. Je pense que j'avais fait un tweet à ces propos cet après-midi pour dire que d'abord, on n'oublie pas qu'en 4 jours, 10 000 compatriotes ont été tués. On n'oublie pas qu'en juillet, plus de 300 compatriotes de la communauté Hutu principalement ont été massacrés. On n'oublie pas qu'entre Kamanyola et Uvira, en quelques jours, 1500 compatriotes ont été massacrés. On n'oublie pas non plus ceux qui tuent des innocents parce qu'il y a des contradictions, ceux qui se tuent entre eux parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Alors, lorsque ceux qui sont reconnus comme tels s'autorisent à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste le paroxysme de l'indécence et de l'inhumanité. Comment vous pouvez penser organiser un événement de propagande, parce que nous avions déjà appris de bonnes sources ce qui se préparait, interdire aux uns aux autres d'enterrer leurs morts, parce qu'il y avait besoin de faire ces shows, malheureusement, sur des compatriotes qui sont morts. C'est que les Congolais doivent retenir, et c'est ce qu'on disait un peu en liminaire ici, parce qu'il n'y a aucun acte posé dans ces contextes par ces criminels qui restera impuni. Ce que les Congolais doivent retenir, c'est que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés, non seulement que nous sommes des cœurs avec nos compatriotes de Goma, de Bukavu, de toutes les parties qui sont sous occupation, mais nous sommes aussi solidaires de leur courage, de leur bravoure, parce qu'ils ne ratent aucune occasion, malgré les intimidations, à exprimer leur ras-le-bol face aux crimes des occupants. Je crois que le message à retenir ce soir, c'est le message de notre détermination à libérer nos populations qui sont sous les jougs de ces criminels, mais c'est aussi le message de la justice. Peut-être à ces propos, le ministre de la Justice, avant qu'il ne réponde à d'autres questions, il pourra dire un mot sur le sujet, mais je crois qu'il y a une limite. Vous pouvez être inhumain, vous pouvez être cruel, mais vous pouvez à certains égards, par respect pour les morts, observer une certaine limite, et ce n'était pas le cas aujourd'hui, et ce n'est pas surprenant lorsqu'on connaît les pratiques du père. Voilà. Monsieur le ministre. Ok, merci. Je voudrais juste renchérir sur ce que le ministre Mouya vient de dire en ce qui concerne le scénario que nous avons vu à l'est du pays. Nous compatissons pour ces morts, dont certains sont nos compatriotes. Mais au-delà de ça, ce qui est plus important, c'est que tous les rapports des Nations Unies, des ONG qui sont crédibles, ont reconnu la responsabilité individuelle et collective des M23 dans ce qui se passe. Il nous revient, et c'est pourquoi j'avais toujours dit que nous avons la souveraineté en matière de justice, et il viendra un moment opportun
que nos juridictions vont se saisir de ces cas. Le fait de faire ces scénarios n'enlève en rien cette responsabilité. C'est ce que nous devons retenir parce qu'il s'agit de crimes imprescriptibles. Imprescriptibles, des crimes de guerre, ainsi de suite. Deuxièmement, sur le plan diplomatique, certaines de ces personnes-là ont été sanctionnées par le Conseil de sécurité, par l'Union européenne. Donc, on a suffisamment de preuves, qui démontrent leur responsabilité dans tout ce qui se passe. Mais ce qui est à déplorer, c'est faire un scénario, on a eu des allégations qui sont allés chercher les corps des gens dans les morgues, etc., pour faire cette cérémonie macabre. C'est ce que nous déplorons parce que les morts ont droit au respect. Et c'est important. C'est important parce que ces morts appartiennent aux familles et c'est ça que nous allons effectivement faire. S'agissant de la pratique de l'impunité, je pense que je vous ai donné quelques chiffres. Vous savez, j'ai pris fonction seulement en août, le 8 août, et je commençais à être opérationnel le 12. Et en quelques mois, nous avons fait un effort de traduire en justice certains acteurs qui participaient dans la chaîne de l'impunité. Pour vous dire que je n'aime pas qu'on m'appelle Excellence. Merci. Appelez-moi Monsieur le ministre, ça me suffit. Ceci dit, vous savez, nous sommes un État qui a plusieurs corps et qu'il y a la loi. Chaque citoyen qui enfreint la loi doit en répondre. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez absolument faire. Nous avons aussi la loi sur les numériques. Aujourd'hui, les gens se permettent d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi, etc., au lieu de se focaliser et sur des faits. Sur des faits, on calomnie les uns, etc. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, vous devez aussi être conscient que quand vous violez la loi, vous avez fait la loi. C'est ça qu'il faut dire. En ce qui concerne les opposants, nous appliquons la politique du pays dans l'administration de la justice. Nous veillons à ce que ceux qui sont arrêtés, la procédure puisse être légalisée. Si par exemple les gens ont été arrêtés pour suspicion d'atteinte à la sûreté de l'État, etc., il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des détentions administratives. Pour les questions liées aux atteintes à la sécurité de l'État, il y a une manière de mener les enquêtes. Les enquêtes peuvent durer. Mais nous, au niveau de la justice, nous demandons toujours à ce que cette situation puisse être légalisée. Je vous donne un exemple, puisque c'est ce que vous allez... Les généraux, certains, les cas, ils sont maintenant en Ndolo, après que l'enquête qui a fait longtemps, ainsi de suite, ont été maintenant amenés et ils vont être jugés. Pour nous aussi, nous sommes des conseillers juridiques du gouvernement, donc notre rôle aussi c'est d'attirer l'attention, de donner des conseils pour que seule la légalité prévale. Seule la légalité prévale. C'est ce que nous faisons. Les cas qu'on nous dit que voilà, les gens ont été enlevés, non. Quelquefois, des gens ont été arrêtés. Et lorsqu'on mène des enquêtes, certains sont effectivement libérés. Et quand ils sont libérés, ils ne les disent pas. Ils ne les disent pas. Mais nous suivons tous ces cas-là. Mais nous ne pouvons pas nous interférer lorsque les OPJ à compétences restreintes sont en train de mener les enquêtes. Nous attendons et nous allons nous assurer que, effectivement, soit ils sont libérés s'il n'y a pas de preuves, et s'il y a des preuves, que le cas puisse être connu devant les causes des tribunaux. Ça, c'est notre rôle. Merci. Voilà, merci. On va prendre les questions de Liévin de Zolo, puis M. Touvert-Rundi se prépare. Monsieur le ministre de la Justice, félicitations. Monsieur le ministre de la Justice, je reviens une fois de plus sur la question. Le secteur dans le sens de pouvoir regarder quand même aussi ceux-là. Selon vous, des avancées. Est-ce que pouvez-vous nous dire concrètement en quoi ces actions traduisent qui subissent la rigueur de la loi, comme vous-même vous le dites. Et puis deuxièmement, je voudrais savoir... Tomber avec les frappes menées par les FARDC. Avez-vous... Bon, écoutez,
lorsque nous attirons votre attention de manière régulière sur la propagation de fake news et de la désinformation qu'on appelle poison rwandais, vous avez là un bel exemple. Je crois que le président de la République s'est rendu à Luanda le 4 janvier dernier. Nous y sommes retournés aujourd'hui 4 jours plus tard. Et chaque fois que le président de la République est parti, il y a eu une communication de la présidence angolaise et de la présidence congolaise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication qui est très claire. Le président Lorenzo, qui est président en exercice de l'Union africaine, c'est en cette qualité qu'il a invité le président de la République pour discuter. Vous aviez suivi que le président de la République parlait des propositions qui lui ont été faites par rapport à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous y sommes retournés et vous avez suivi tout à l'heure ce que le président de la République a donné comme réaction, parce que le président Lorenzo, au-delà des initiatives qui sont organisées à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le père, et l'initiative de Doha entre la République démocratique du Congo et le fils M23, en tant que président en exercice de l'Union africaine et au regard de la situation sur le terrain, il a estimé qu'il était important à son niveau de lancer cet appel au cessez-le-feu parce que c'est le point de départ. Que ce soit Doha, que ce soit Washington, c'est une exigence qui malheureusement, dans les faits, n'est pas respectée. Nous connaissons les méthodes du père, nous connaissons les méthodes du fils, nous avons l'exemple d'Ouvira. Et donc, bien au-delà de ce qui est attendu des médiateurs américains qataris, en tant que président de l'Union africaine, il a estimé qu'il était en position de lancer cet appel. Je n'ai pas envie de rappeler son passé, parce qu'il était, avant de devenir président de l'Union africaine, médiateur du processus de Luanda, et que le président de la République, les séances tenantes, a dit notre disponibilité. Et donc aujourd'hui, il y aura sûrement une suite, parce que le président de l'Union africaine va s'entretenir avec les autres partis qui sont concernés pour voir la suite qui y sera donnée. Ici, ce n'est pas un nouveau processus qui commence, mais c'est un effort, un appel du président de l'Union africaine, et il est en droit de le faire du fait qu'il soit aussi reconnu comme champion de la paix. Ensuite, pour revenir sur la question du dialogue, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes ECC-SENCO avec les équipes des églises portées par l'évêque J. Bayamapia, et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route, mais que par la suite, il y a une question des séquençages. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, peut-être que vous pouvez avoir la réponse à la question. Est-ce que si le dialogue se tient aujourd'hui, nous sommes jeudi, est-ce que demain, vendredi, le Rwanda arrête ses actions hostiles qui durent 30 ans dans notre pays? Parce que puisqu'on parle de dialogue, on peut considérer que Washington, c'est aussi un dialogue avec un médiateur américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, est-ce que si nous nous réunissons dans le cadre de ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo, encore moins de crise de légitimité, parce que le président a été élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille, si je peux me permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc, nous irons dans un dialogue entre Congolais, mais
avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'on avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais. Est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez de Goma, vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira, je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples. Mais tous les Congolais qui sont épris de paix, qui sont rattachés et qui pensent que nous devons aller à ces dialogues, qui, je le rappelle, doit se tenir ou se tiendra à Kinshasa, il ne faut pas penser que nous allons nous déplacer dans un quelconque pays pour parler des questions qui nous concernent, si nous sommes, nous tous, Congolais et patriotiquement Congolais. Donc il est important, en parlant de patriotisme, que certains s'assument, bien avant d'ailleurs qu'on arrive à cette échéance. Ce serait d'abord signe de solidarité, signe de respect pour nos morts qui sont utilisés aujourd'hui comme instrument de propagande par les fils qui imitent les pères. Je pense que sur ces sujets, cela doit être bien clair. Et donc pour terminer sur ce qui s'est fait à Luanda, nous pourrons évidemment revenir lorsque le président Lorenzo nous aura donné les feedbacks des autres parties engagées dans les conflits à partir de Washington ou des Doha, et nous allons voir ce que la suite sera. Voilà, Monsieur le ministre, je m'excuse d'avoir un peu pris. Avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, pour voir quelles étaient les actions que nous devions prendre comme gouvernement. D'abord, il fallait renforcer la sécurité, c'est sa partie. Et donc, il y a la partie judiciaire. Et je pense qu'il y a une injonction qui va être donnée demain pour qu'on puisse ouvrir une enquête. Ça, c'est sûr, demain, ça va être fait, ça ne restera pas impuni. Ça ne sera pas impuni. Maintenant, ce qui concerne la question sur... les rapports du groupe d'experts. Le rapport du groupe d'experts. Le rapport du groupe d'experts ne dit rien de nouveau. C'est depuis 30 ans que cela a été fait. Et vous savez que les Nations Unies à Genève, nous étions là avec le ministre Mouyaya pour nous assurer que les Nations Unies mettent en place une commission d'enquête internationale sur la partie est du pays. Et lors de la présentation du rapport qui avait été fait par le Fact-Finding Mission, c'est la mission d'établissement des faits. d'établissement des faits. La mission d'établissement des faits avait déjà indiqué que les crimes graves, les crimes contre l'humanité avaient été commis et attribués à ces éléments-là. Donc ce qu'ils viennent faire, c'est juste renforcer ce que nous connaissons déjà. Je vous ai dit qu'en tant qu'État, au moment opportun, quand cela viendra, nous allons prendre notre responsabilité pour que, indépendamment de tout ce qu'on dit, dialogue, etc., que la justice fasse son travail. Et la justice fera son travail. Parce que vous savez, il s'agit de crimes imprescriptibles. On peut ne pas les juger aujourd'hui, on peut les juger demain, après-demain, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que les injonctions soient effectivement données. Maintenant, peut-être que, puisque la crise est beaucoup focalisée sur la partie est du pays, je peux vous dire que, aussi bien dans la partie orientale que les ADF, nous avons des ADF qui sont en prison. On connaît leur cas. Les autres groupes, aussi, il y a des enquêtes en cours, mais il ne m'appartient pas à ces niveaux de m'interférer dans l'administration de la justice et de commencer à dévoiler les noms de personnes. Je ne suis pas habilité à le faire. Moi, mon rôle, c'est de s'assurer que la justice va s'exercer et qu'il y a des moyens
et qu'il n'y aura pas impunité. Ça, c'est ce que nous allons assurer, et que les personnes qui ont été effectivement les ADF et les autres ne puissent pas être libérées par le jeu de change des prisonniers, etc. etc. Non, ça c'est notre rôle, et nous allons conseiller le gouvernement dans ce sens-là. Donc, même en ce qui concerne la partie orientale, il y a des gens qui sont arrêtés sur ces bases-là. En plus, ces gens de la partie orientale, ils envahissent les carrés miniers. Ils commettent encore d'autres crimes. Parce que c'est dans les contextes, l'exploitation, la spoliation de ressources naturelles dans un contexte de guerre, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Donc, tout ça est effectivement documenté. En ce qui concerne les enfants de Madame la ministre je crois que nakoya na mituna wana soki kulutu aza na moyo kobakisa omoni il faut koyeba ke oyo tobengaka na lopoto lutte contre la corruption yo moko traduire yango na lingala bitumba contre eza exercice moko permanent oyo ya motuya il faut tolobawa c'est que il y a une volonté d'abord dans les chefs ya mokonzi mboka ye moko mpona lutter contre corruption omoni lelo mboka na biso au-delà ya perception oyo bato balobaka toza mboka moko corrompu mais eza na baeffort ebele oyo tosalaka oyo boyebi me bobetaka lisolo mingi te lelo soki nalobi totala depuis 2019 ti lelo soki botali oyo tobengaka na lopoto programme tozalaka nango na ba FMI Banque mondiale jamais toéchoua na moko baprogramme wana ezalaka baexpert wana baye batali misolo boza nango batali mpe basecteur oyo il faut boprioriser donc eza neti nayebi te soki nakoki oloba eza neti mwa cogestion ndenge tesalelaka plus on s'améliore plus on a des appuis yango esali ke mbuli oyo toza na baappui ebele elakisi ke na bitumba oyo ya corruption au-delà ya badispositif légal oyo tozali nango il y a oyo biso tosalaka au quotidien. Je crois que le ministre de la Justice pourra peut-être dire 2-3 mots en français pour me compléter. Alors, namotuna na oyo suka spécifiquement. Oyo lobi makambu ya code de la route. Tosi to lobango awa. Biso ba membre du gouvernement. Président asi abeta sete na makambu wana. Makambo etali deuxième bande. Makambo etali ba plaque. D'ailleurs, ils ont une instruction moko ba pesa na ba service de sécurité que bato ebele pe bakoma komi kosa neti bakonzi. Il y a une réglementation au ezako salama na niveau ministère intérieur où eko pekisa batu bachaka ba gyrophare na mituka. Ozomona mutu atie gyrophare azipiki plaque. Ba mituka oyo ya biso ba membre ya gouvernement eyebani. Mutu moko akokenda sombi kaka même mutuka wana. L'air azipiki plaque atie gyrophare. Yo l'air omoni okokanisa nini. Yango eza interdiction esalama mpona kocouvrir ba plaque parce que ekoki mpe kozala facteur ya insécurité. Biso toza awa mikolo toza un système azala ekenge mais soki mutuka ezotambola quel que soit mutu aza na kati oyo mokonzi ou pas oza na droit ya kozipika plaque ta parce que soki ozipiki plaque ekosali forfait barolanda ndeni. Donc nyonso wana eza na maboko ministre intérieur je crois que na mikolo ezali koya tokoyamba awa po tosala état général ya situation au plan sécuritaire akokotela biso na mwa bozindo po baimboka bayeba que soki mutu akei kotiisa gyrophare il faut kopekisa ye aza nango ndingisa te. Donc je pense qu'au niveau du code de la route il y a des règles autokotala pour na koyeba ndenge akobongisa. Monsieur le ministre, un petit commentaire sur la corruption. Oui, je pense que vous avez suffisamment donné des éléments. Pour participer à cet exercice de redevabilité et tous nos voeux le meilleur pour la nouvelle année 2026. Bonne soirée. Okay, merci.